Précédemment, dans Capsule Pop. Et au milieu de toute cette confusion, finalement, l'une des meilleures adaptations de Belphégor, celle qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est la version dessin animé de la fin des années 90. Une série animée vraiment cool, mais je pense que honnêtement, allez Chucky, vous pourriez en parler peut-être mieux que moi, non? On est à peu près sûr qu'on reviendra pour en parler plus longuement plus tard. Ah bah super, bonne nouvelle. Et il sort quand du coup cet épisode? Et maintenant, la suite. Tu te rappelles Belphégor? Bah oui, Belphégor, du studio Les Armateurs comme les grandes vacances. Tu te souviens pas qu'on a fait une petite intervention sur le sujet pour la vidéo d'Yuri sur le célèbre fantôme du Louvre? Ça t'ennuierait de jouer le jeu pour une fois? Je te l'ai déjà dit, c'est pour coller au format. Oui. Donc oui, je me rappelle Belphégor. C'est vraiment une super série, mais il y a pas mal de choses dont il vaut mieux être prévenu à l'avance si on veut avoir la meilleure expérience de visionnage. Donc ne vous étonnez pas si nous relevons pas mal de défauts. La série mérite que le spectateur soit prévenu des aspects les moins efficaces pour n'avoir que les bonnes surprises. Première chose à dire, comme on le disait dans la vidéo d'Yuri, c'est plus une série Fantomas qu'une série Belphégor. D'ailleurs, le projet d'origine était bien de faire une série Fantomas et ça explique beaucoup de choses. En effet, c'est l'histoire d'un maboule déguisé qui sème le trouble à Paris depuis une vingtaine d'années en montant des plans rocambolesques dont le but sera toujours moins de s'enrichir que de foutre un bordel monstre pour rappeler qu'il est là et qu'il est le maître absolu. Admets que la description correspond plus à Fantomas qu'au fantôme du Louvre. C'est vrai. Dans un article sur la création de la série, il est écrit que lorsque le créateur de la série, Gérald Duperrault, a découvert que ce ne serait pas possible de faire une série Fantomas pour des raisons de droit, l'idée de Belphégor lui est venue d'un coup. Ça veut dire que l'association d'idées entre Fantomas et Belphégor est assez naturelle finalement. Bon ok, mais tout ça c'est pour la partie Wikipédia. Peut-être que Yuri pourrait nous expliquer ça, lui qui s'y connaît en icône de la pop culture parisienne. Hein Yuri? Salut les gars, merci. Et puis pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, tout d'abord, le truc à savoir, c'est que même si ce Belphégor n'est pas vraiment l'adaptation du roman Belphégor, le roman n'évoque pas lui non plus le vrai Belphégor, qui est en fait un démon évoqué entre autres dans le dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plassy en 1853, et que l'on représente souvent sur des toilettes, parce que on peut lui faire en fait des offrandes d'excréments, et bref. Pour ce qui est du livre d'origine et du Belphégor de fiction, il faut savoir qu'en 17 ans, entre 1910 et 1927, le fantôme de l'opéra, Fantomas et Belphégor sont des grands succès populaires. Les similitudes entre ces différents personnages créent chez le public, et visiblement aussi chez certains créatifs, une certaine confusion, puisque selon les adaptations, les uns se retrouvent souvent avec les caractéristiques des autres. Le champion de toute catégorie là-dedans, c'est la malédiction de Belphégor. Belphégor est un criminel qui possède les gadgets et la technologie de Fantomas, et qui s'en sert afin de terroriser un opéra. Belphégor. Dans le sud de la France. Nous sommes derrière Belphégor. Il va se réfugier dans les carrières du Pradet. Vous entendez? Les carrières du Pradet. Évidemment. Après, ce qui n'a pas aidé, et ce dès le début pour éviter toute confusion avec le personnage de Belphégor et Fantomas ou le fantôme de l'opéra, c'est qu'en réalité Belphégor, même dans le roman d'origine, n'est en réalité qu'un personnage secondaire, l'un des nombreux adversaires qui a connu l'un des personnages principaux dans l'une de ses nombreuses aventures. Ce personnage, c'est Chantecoq. Chantecoq, c'est un détective qui utilise de nombreux gadgets et de nombreux costumes aussi parfaits que ceux du personnage de Fantomas. Sous la plume de Arthur Berned, l'auteur de Belphégor, Chantecoq a été confronté à de nombreuses affaires rocambolesques d'espionnage, mais aussi à un fantôme du Père Lachaise. Donc au final, cette version animée de Belphégor qui joue les simili Fantomas n'est finalement que la continuité de ce perpétuel imbroglio. Merci Yuri. Avec plaisir. En tout cas, même si au final ces personnages ont toujours été interchangeables dans l'esprit de certains auteurs, quand on sait que le projet d'origine était de faire une série Fantomas, on se rend compte que des ajustements ont été faits pour en faire une série Belphégor. Déjà, même si le Louvre n'est pas le principal lieu de l'action, les intrigues des épisodes ont souvent un rapport avec l'art en général et les musées en particulier, ce qui correspond plus à Belphégor qu'à Fantomas. Ensuite, il y a toute une imagerie ésotérique autour du personnage de Belphégor lui-même. Il n'est jamais qualifié de fantôme ou de démon dans la série, et nul ne doute que sous le masque se cache un homme tout ce qui est de plus ordinaire, quoique incroyablement habile et supérieurement intelligent. Mais le masque doré, la grande cape noire, le signe de tanit rouge vif qui lui est associé, et tous les trucs dérangeants visuellement qui peuplent son univers, ça fait très 6e maison de Morrowind. C'est-à-dire que ça fait très culte secret, magie noire et âme torturée. Et ça, on l'associerait plus volontiers à Belphégor qu'à Fantomas. Autant le dire tout de suite, Belphégor est le personnage central, pas seulement le personnage titre. Il crève l'écran, on ne voit que lui. Ce qui intéressera le spectateur, c'est de savoir en quoi consiste son plan et ce que Belphégor compte gagner dans l'affaire.
Cet aspect de l'intrigue des épisodes est tellement captivant en soi que Belphégor n'a même pas besoin d'être impressionnant physiquement pour être classe. La preuve, sa pose de méchant en train de comploter pour contrôler Paris, c'est avachi sur sa chaise. Alors d'une part, ça peut être une référence au démon Belphégor avachi sur ses toilettes, d'autre part, il n'a pas besoin d'être bien assis pour avoir une présence physique. Son repère souterrain lui donne une présence physique. Non seulement, comme on l'a dit, il fait très sixième maison, mais surtout, il a une reproduction de la porte des enfers de Rodin à l'entrée de sa cahute. Derrière, il peut se tenir comme il veut, il sera toujours classe. Pourquoi une reproduction? Connaissant Belphégor, on ne serait pas surpris que ce soit la vraie. Connaissant Belphégor, on ne serait pas surpris que ce soit l'original même. L'original? Ah oui, il faut connaître l'histoire. Yuri? Ah, la porte des enfers. Alors, pour la faire courte, c'est une commande que Rodin a eue à un moment de sa carrière où il commençait un peu à décoller. Et qui finalement va le hanter toute sa carrière parce qu'il n'arrivait pas à décider de l'aspect final. Quasiment toutes ses sculptures les plus connues, comme le penseur ou le baiser, ne sont finalement que des bouts de la porte qu'il a fini par agrandir pour en tirer des œuvres à part entière. Lors de l'exposition universelle de 1889, ça fait déjà pas mal d'années que les gens entendent parler de cette porte et qu'ils ne l'ont jamais vue, et lui, il annonce que lors d'une exposition, il va présenter le moule en argile de la porte en devenir. Le jour donc qui est annoncé où tout le monde va pouvoir enfin découvrir la porte, tout le monde se presse, les portes s'ouvrent, et là, rien. Pas une sculpture sur les deux panneaux de la porte. Durant la nuit, il s'était rendu compte que ça ne lui plaisait plus et il avait tout arraché. Mais après ça, il n'a jamais pour autant fait ou fini cette porte. Et à part la nuit de la veille de l'exposition, finalement la porte n'a jamais existé. Elle n'a jamais été finie. La porte que l'on peut voir aujourd'hui au musée Rodin, en réalité, c'est juste une sorte de best-of post-mortem que l'on a fait sans son avis et son accord à partir des différents croquis. Donc pour ce qu'on en sait, la porte que l'on voit dans le dessin animé Belphégor pourrait, effectivement dans l'intrigue, être constituée de ces sculptures que personne n'a jamais vues. Celles qui devaient être exposées le jour de l'exposition universelle. À moins que... Non, l'époque correspond pas, Belphégor n'a pas plus de 50 ans, on y reviendra. Qu'il ait la porte originale ne signifie pas forcément que c'est lui qui l'a volée à Rodin sur le moment. Il peut avoir été le seul à découvrir où Rodin avait caché la vraie porte. C'est bien possible car Belphégor a une telle connaissance des vieilles légendes urbaines parisiennes qu'il découvre continuellement des secrets enfouis depuis des siècles. Bien qu'il s'en serve pour commettre des crimes, en tant que spectateur on est bien content qu'il déniche toutes ces choses, vu que ces mystères parisiens sont à la base d'une grande partie des intrigues des épisodes. Est-ce à dire qu'il est le véritable héros de l'histoire et que le spectateur est de son côté? Non. Il est très classe, ses plans sont géniaux et leur finalité est le plus souvent assez bénigne, simplement rappeler qu'il est là, qu'il fait ce qu'il veut ou tout simplement se divertir. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas un gentil qui fait semblant d'être méchant pour montrer qu'il est trop un rebelle façon Doofenshmirtz sous la Team Rocket. Quand il s'y met, il est vraiment pas sympa. Et il est pas bien dans sa tête, il est carrément maboule et il faut l'arrêter. Dans le genre fou criminel, on l'avait dit dans la vidéo d'Yuri, il est quand même plutôt soft. Il ne tue pas. Exigence de la télé-jeunesse, certes, mais au final, c'est assez logique si son objectif est avant tout d'avoir un public à impressionner. On ne sait pas si c'est une règle explicite qui s'est fixée. Il n'en parle jamais lui-même, ce sont les gentils qui nous informent au premier épisode de cet état de fait. Belphégor ne tue pas. Et en effet, on le voit rarement entreprendre des actions pouvant entraîner la mort d'autrui. Et il arrive même qu'on le voit sauver ses adversaires pour des confrontations futures. Ça lui arrive d'être responsable de la mort d'autres personnages, et dans ces rares cas, ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça, Belphégor c'est quand même pas Batman, mais quand ça se produit, ce n'est jamais d'une manière qui paraît contradictoire avec la règle d'or comme quoi Belphégor ne tue pas. La série se débrouille même pour en faire presque un acte de charité. Amédée, nous avons réussi. Le gouvernement a capitulé. Merci. Pars avec ton rêve. Ce n'est pas comme le Joker qui est divertissant alors que c'est un tueur sans scrupules. Si on peut trouver Belphégor attachant malgré le fait que ce soit le méchant, c'est parce qu'il ne tue pas. Même s'il ne tue pas, il est quand même dangereux. Ces attentats font figure de blagues de potache la plupart du temps parce que ses objectifs n'entrent pas en conflit avec les droits fondamentaux des personnes, mais parfois si, et dans ces rares moments on constate que la perspective de faire du mal à autrui n'entame absolument pas sa détermination, et c'est terrifiant. Bref, Belphégor s'en prend souvent à des salauds comme Diabolique et Robin des Bois, mais contrairement à eux, s'il était arrêté et mis en prison, le spectateur ne serait pas triste. Au contraire, on en vient même à se dire que ce serait dans son intérêt d'être arrêté, parce qu'il a vraiment besoin de se faire soigner. Vous êtes complètement cinglé. Sans que ça fasse jamais réellement l'objet de dialogue dans la série, on sent à travers la mise en scène qu'il y a un côté obsessionnel compulsif derrière son comportement, un peu comme Batman. Sauf que contrairement à celle de Batman, les actions de Belphégor ne sont pas très utiles à la société. Belphégor rencontre beaucoup de succès dans ce qu'il entreprend, mais le côté dérangeant de son univers attire l'attention sur le fait que la satisfaction qu'il retire de ses réussites, toute bénigne qu'elle soit la plupart du temps, n'en est pas moins assez malsaine. Tout le monde, lui y compris, aurait tout intérêt à ce qu'il soit finalement démasqué et pris en charge. C'est là qu'interviennent les trois héros, Jacques Bellegarde, Sarah Kosminski et le commissaire Ménardier. Ah bon, il n'a pas de prénom.
La série n'est pas à suivre et a une structure typique de série pas à suivre. Dans chaque épisode, ils se retrouvent mêlés plus ou moins par hasard au coup que prépare Belphégor et auront pour objectif non seulement de découvrir quels sont les projets de Belphégor pour les déjouer, mais aussi d'en profiter pour tenter de lui mettre la main dessus. Ils échouent presque toujours à remplir ces deux objectifs. Nous y reviendrons. Jacques et Sarah sont journalistes, lui travaillant pour la radio, elle pour la presse papier. On ne nous donne jamais vraiment davantage de détails sur leurs éventuelles spécialités, mais on a l'impression que Sarah s'occupe principalement de la rubrique art de son journal, Paris Soir, car ses reportages portent souvent sur telle ou telle pièce de musée qui aura généralement un rapport avec la manigance du jour de Belphégor. Jacques et Sarah sont en couple, visiblement depuis un moment. Et du fait d'avoir le même métier, même s'ils travaillent pour des médias différents, ils ont légèrement une relation de rivalité un peu du même genre que Jake Peralta et Amy Santiago dans Brooklyn Nine-Nine. Leurs sentiments l'un pour l'autre sont essentiellement montrés à l'occasion de scènes où l'un s'inquiète quand l'autre est en danger. Il arrive même que ce soit leurs sentiments l'un pour l'autre qui leur permettent de déjouer les machinations de Belphégor. Cependant, le fait qu'ils soient en couple est peu commenté en tant que tel, comme pour Diabolique et Eva. Dans le cas de Jacques et Sarah, c'est lié au fait qu'ils sont très confiants dans leur couple, au point de ne jamais avoir besoin de parler du fait qu'ils sont en couple. Par exemple, ça ne dérange pas du tout Jacques d'apprendre qu'un inconnu a offert un bijou à Sarah, tout au plus ça dérange un peu Sarah de découvrir que le cadeau ne vient pas de Jacques. De façon générale, la série passe joyeusement à côté de tous les clichés de petits amis jaloux qu'on voit dans toutes les séries de ce genre, mais se fait un plaisir de les évoquer. Toujours est-il que la fiction met souvent en scène la vie de couple et le fait d'être amoureux en montrant les personnages jaloux ou anxieux vis-à-vis des sentiments de l'autre. Et ça, la série animée Belphégor ne le fait pas. Ajoutons à cela que Jacques et Sarah vivent séparément et du coup on a par moments l'impression que les scénaristes ont oublié que ces personnages sont censés être en couple. Par exemple, on ne sait pas trop quelle relation ils entretiennent avec le commissaire, mais ils déjeunent et dînent souvent avec lui et passent beaucoup de temps avec son petit-fils Raphaël. Mais Ménardier n'a pas l'air au courant que Jacques et Sarah sont en couple. Il lui arrive de faire des allusions du genre qu'on fait à des amoureux qui en sont encore au stade du flirt. Avoue que tu l'aimes bien, cette Sarah. Ce que l'on sait ne vraiment pas être le cas. En tant que personnage individuel, Jacques et Sarah ne sont pas interchangeables. Outre le fait que Jacques est plus musclé et prend plus souvent sur lui de se battre directement contre Belphégor ou ses hommes de main, il se distingue de Sarah par le fait d'être totalement cartésien. Vous voyez venir le truc. Il vaut mieux être prévenu, et de fait la série a le bon goût de le révéler dès le 3e épisode, il y a de la magie dans la série. Ça peut surprendre dans une série que l'on pourrait par ailleurs qualifier de policière. Ça surprend moins quand on garde en tête qu'il y a aussi cet aspect déniché des secrets enfouis dont on parlait tout à l'heure. On trouve tous les types de surnaturels dans Belphégor. De la technologie de Blake et Mortimer, de la technologie difficile à distinguer de la magie, des situations où le caractère magique des phénomènes est ambigu, et des situations où il ne l'est pas. Dans ce contexte, le déroulement des épisodes où il y a de la magie est bien celui qu'on peut imaginer. Sarah est celle qui croit au paranormal, donc c'est elle qui devine à chaque fois qu'il y a du paranormal à l'œuvre. Jacques est rationnel dans un monde où l'existence de la magie a été prouvée à plusieurs reprises. Comme d'habitude dans ce genre de situation, c'est un peu ridicule, car même si croire à des choses improbables est absurde, ne pas croire à quelque chose de manifeste l'est encore plus. Mais pour la défense de Jacques, ce qu'il dit dans les dialogues ce n'est pas tellement que la magie n'existe pas, c'est surtout que cette fois-ci, non, pour lui ça peut pas être de la magie. On peut considérer que selon lui, la magie c'est rare, et les phénomènes non magiques qui ressemblent à de la magie c'est fréquent. C'est faux aussi dans cette série, mais c'est moins absurde. Quoi qu'il en soit, mis à part que ça rend Jacques un peu idiot, à partir du moment où on est prévenu que l'épisode pourra contenir un peu de magie, on pourrait se dire que ce n'est pas si gênant qu'il en contienne. Et effectivement, ça ne l'est pas dans l'absolu. Mais c'est quand même un élément qui nous a déplu, il y a trop de magie. C'est un ressort scénaristique trop fréquent et un peu trop facile. Les épisodes sans magie ne sont pas si rares, mais les épisodes avec magie sont trop nombreux, à tel point qu'on pourrait dire que c'est un des éléments constitutifs de la série, là où de notre point de vue, ça devrait être plus anecdotique, comme ça l'est dans Batman par exemple. Magie ou pas, au fond, ça n'a pas tant d'importance que ça, car le surnaturel profite autant aux héros qu'à Belphégor au cours de l'épisode. Par exemple, Sarah a fréquemment des rêves prémonitoires. Quitte à ce qu'il y ait de la magie, c'est pas un mauvais ressort scénaristique, car d'une part le fait qu'elle ait des dons magiques justifie qu'elle croit à la magie, même si chronologiquement on nous montre clairement qu'elle croit à la magie bien avant de nous montrer clairement qu'elle a des pouvoirs magiques, et d'autre part ses rêves prémonitoires aident autant les héros à lutter contre Belphégor que sa connaissance du surnaturel aide celui-ci à résister aux héros, ce qui fait que le surnaturel n'est pas LE paramètre qui donne constamment l'avantage à Belphégor. Non, si Belphégor a constamment l'avantage, c'est parce qu'il a toujours un coup d'avance, toujours pris un certain nombre de précautions, et aussi parce que, vu que c'est lui qui manigance et les héros qui essayent de l'arrêter, les héros ne comprennent jamais totalement où Belphégor veut en venir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a souvent un petit coup dans le gros coup, et si Sarah et Jacques parviennent le plus souvent à empêcher le gros coup, le petit coup, lui, est généralement parfaitement réussi. Vous vous souvenez du film Sherlock Holmes de Guy Ritchie ? Les héros parviennent à empêcher Blackwood de diffuser son poison à l'aide de son appareil télécommandé, mais pas à empêcher Moriarty de voler l'appareil télécommandé en question. Le spectateur comprend que Moriarty est le vrai génie parce que même si le larcin paraît mineur comparé à l'attentat de Blackwood, le dispositif révolutionnaire est évidemment plus intéressant sur le long terme que l'assassinat de quelques hommes politiques. Dans Belphégor, c'est un peu tout le temps comme ça, sauf que Belphégor joue à la fois le rôle de Blackwood et de Moriarty.
Des fois, il rentre chez lui totalement bredouille, mais c'est vraiment pas souvent. Donc l'épisode se termine presque toujours sur Belphégor dans son repère, non seulement libre, mais en possession d'un objet clé de l'épisode qui pourrait lui permettre de conquérir le monde, mais qu'il voulait en fait juste avoir pour sa collection ou pour une autre raison tout aussi futile. Cette mise en scène constante du fait que Belphégor recherche le pouvoir alors qu'il ne compte absolument rien en faire pourrait le faire paraître assez pathétique aux yeux du spectateur, mais l'effet est totalement inverse. D'une part, le fait que ses actions n'aient aucun but concret à long terme campe Belphégor comme une sorte d'artiste, et d'autre part, le fait qu'il ne soit pas tenté d'utiliser les armes de destruction massive qu'il vole à chaque épisode prouve qu'il est plus excentrique que méchant. La plupart du temps. De plus, même si on sait que l'humanité n'a finalement rien à craindre du pouvoir insensé que Belphégor accumule au fil de la série, tout est fait pour que le spectateur trouve tout de même que cette note sur laquelle l'épisode se termine est une note dérangeante. Déjà parce que parfois, le fait que Belphégor ait réussi à se procurer l'objet du jour est en soi une mauvaise chose, et surtout parce que Belphégor manifeste sa satisfaction en regardant tourner une figurine de Tanith en porcelaine sur une boîte à musique qui joue un air un peu sinistre, et du coup notre attention est constamment attirée sur le côté malsain du truc. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Cette mise en scène un peu glauque nous incite également à toujours prendre la situation au sérieux, parfois même plus qu'elle ne le mérite objectivement. Contrairement aux Fantomas, Diabolique et autres Arsène Lupin, si Belphégor échappe toujours à la police, ce n'est pas seulement parce qu'il est agile et rusé, c'est aussi parce qu'il possède une bague incapacitante qui le rend quasiment imbattable en situation de combat. Quasiment. Cette bague n'est pas magique, mais elle est d'origine extraterrestre et apparemment envoyée sur Terre dans le même but que Sangoku et le géant de fer. Conquérir ou détruire le monde à distance. La portée rend fou, mais Belphégor résiste à ses effets, soit parce qu'il est trop un garistou, soit parce qu'il a passé un accord avec les extraterrestres, soit parce qu'il est déjà complètement maboule. Le seul effet que la bague semble avoir sur lui est de lui donner les yeux rouges. Apparemment, les effets de cette bague sont très douloureux. Ceux qui sont habitués à recevoir une décharge font une mimique qui ne trompe pas quand Belphégor s'apprête à l'utiliser. La série parvient à faire des choses intéressantes avec cette bague. Mais de la même manière que la surabondance de la magie, nous dirions que c'est un détail de trop. Le style graphique de la série fait très BD franco-belge. On ne sera donc pas étonné de trouver le dessinateur Frédéric Bézian crédité au générique pour la bible graphique de la série. Le dessin m'évoque celui d'inspecteur Bayard, surtout à cause des yeux en point noir. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce design yeux en point noir, ça fait très comique et enfantin, alors que la série, même si elle est enfantine par certains aspects, est tout à fait sérieuse. Mais ce qui frappe surtout, c'est que Paris a été représenté avec une exactitude et une diversité confondantes. En plus de la place du Trocadéro qu'on retrouve dans toutes les fictions se passant à Paris, la série s'est donné la peine de représenter des lieux que la fiction néglige généralement, comme la bibliothèque François Mitterrand, et le moindre coin de rue peut être la copie conforme d'un authentique lieu parisien. C'est pas comme dans Ladybug. Oui, je sais, je prends toujours cet exemple. Voilà l'occasion de prendre le taureau par les cornes. Étant parisiens, nous savons à quoi ressemble réellement Paris aux yeux de quelqu'un qui y vit. Dans Ladybug, on sent qu'un effort a été fait pour représenter les monuments parisiens de manière fidèle à la réalité. Mais ça reste trop carte postale, trop idéalisé. La CGI y contribue sûrement, mais c'est trop propre, trop lisse. Des places qui devraient être noires de monde sont totalement désertes. L'unique policier de la ville n'a rien d'autre à faire qu'harceler un pauvre gars qui nourrit les pigeons, et le maire exerce le pouvoir qu'aurait un seigneur féodal sur ses terres. Du point de vue du réalisme de représentation, on est dans un entre-deux que je trouve dérangeant. J'aurais préféré soit qu'on représente Paris de manière plus idéalisée, soit qu'on la représente de manière plus réaliste. Belphégor fait moins cette impression d'entre-deux. Les itinéraires choisis par les personnages ne sont pas toujours crédibles à 100% compte tenu de la véritable géographie parisienne, et les rues sont là aussi moins occupées qu'elles le devraient, mais le style de dessin fait que la ville a l'air vivante. Les rues ont l'air raisonnablement sales, et les bâtiments ont l'air raisonnablement détériorés. Le réalisme de représentation a ses limites. Sarah vit dans un appartement gigantesque qui donne sur la place du Trocadéro, c'est pourquoi il faudrait qu'elle soit millionnaire. Or rien n'indique qu'elle le soit. Peut-être, mais le président de la République ressemble effectivement un peu à Jacques Chirac. C'est forcément fait exprès, et on voit même une caricature d'Édouard Balladur dans la série. Admettons que ce soit fait exprès. Le ministre de la Défense ne ressemble pas tellement à Alain Richard. En outre, même si le président russe ressemble à Boris Eltsine, la série fait mention d'un président anglais, ce qui n'existe pas. Même si le président en question ressemble un peu à Tony Blair, qui était Premier ministre britannique à l'époque. Cette énumération vous paraît sûrement futile, mais pointer du doigt ces approximations nous permet d'aborder la question du public cible. En dépit du caractère design à la Inspecteur Bayard, l'ambiance visuelle et sonore donne à penser qu'il s'agit d'une série à double lecture destinée aussi aux adultes, comme Batman. Le style graphique atypique et le fait que Paris soit représenté de manière réaliste contribuent à donner cette première impression. Car on n'imagine pas que de tels efforts soient faits pour un public qui ne serait pas capable de les apprécier. Mais la série est d'abord destinée aux enfants, c'est beaucoup plus évident que pour Batman. Pour rester dans les mêmes références, les enquêtes sont à peu près du niveau de l'inspecteur Bayard. Les personnages ont besoin de temps pour tirer même les conclusions les plus évidentes, comme dans Wooch Pooch. Et la série s'autorise des approximations que les productions pour adultes ne s'autorisent généralement pas, telles que cette histoire de président anglais.
Elle s'autorise même parfois une certaine négligence dans la cohérence des dialogues. Ici, par exemple, on nous explique qu'une momie date du XIIe siècle et une autre du XIXe siècle. Puis un peu plus tard dans l'épisode, quand on nous raconte la vie de ces momies, on apprend que l'une est morte un siècle après l'autre. Pouf! Changement de chronologie au milieu de l'épisode. Faites pas gaffe, vous avez rien vu. Ça encore je veux bien, le mec qui raconte a peut-être une notion un peu approximative des dates et des durées. Mais Belphégor qui réussit dans un autre épisode à se procurer un cheveu d'un type intégralement chauve et imberbe. Ça peut vouloir dire qu'il n'est pas intégralement chauve et imberbe, juste rasé. En faisant des efforts, on peut passer outre ces détails. On peut même décider que l'évocation du président anglais est un lapsus. Mais la série a bien de la chance qu'on soit indulgent sur ces sujets. En outre, la série fait parfois preuve du genre de naïveté qu'on ne trouverait pas dans Batman. Par exemple, Belphégor n'est pas le seul méchant. Il y a un groupe de méchants récurrents, qui n'apparaissent que dans 2 épisodes mais ça suffit pour les qualifier de récurrents, qui forment une association de banquiers se faisant appeler le Veau d'Or, ce qui est à peine caricatural. Pour leur défense, lors de leur 2e apparition, ils ont changé de nom pour Civis Pacem, ce qui est toujours aussi peu subtil, mais peut-être un peu moins burlesque. Et le physicien qui transmute le plomb en or s'appelle Midas. C'est son nom, son vrai nom, celui qui est écrit sur son état civil, pas un surnom. C'est quand même moins pire que Petit Boy. Alors effectivement, dans Batman, Mr. Freeze s'appelle Victor Freeze, l'homme mystère s'appelle Edward Nigma et l'épouvantail s'appelle Jonathan Crane. Mais dans Batman, ça donne plus l'impression d'être là pour le gag que pour faire passer un message. Dans Belphégor, ça donne l'impression inverse. Ceci étant dit, même si la série s'adresse aux enfants, elle n'est pas comme Wunschpunch. Elle se regarde à tout âge et il y a une double lecture pour un public plus âgé. En tout cas, il y a des éléments inaccessibles aux enfants. Ou du moins qu'on trouve rarement dans les séries pour enfants. La série se permet d'évoquer les relations entre la Chine et le Tibet, n'hésite pas à montrer des images de camps de concentration nazis, met en scène de la violence psychologique parfois franchement dérangeante, et ne censure pas ce que les créateurs savent les enfants incapables de comprendre. On reconnaît souvent les bonnes séries animées à leur bon dialogue, et de ce point de vue, Ménardier et Belphégor se partagent la vedette. L'un pour ses traits d'esprit, Dans une poursuite, c'est le type qui est devant qui choisit l'itinéraire. l'autre pour ses pensées philosophiques. Hocus est parfait, ce qui est parfait est prévisible. On sent à travers ces éléments que la série avait l'ambition de toucher un public plus âgé. Un élément qui en est symptomatique, c'est le traitement du personnage de Raphaël. Le petit-fils du commissaire, âgé d'une dizaine d'années, a très clairement été introduit pour plaire aux enfants. C'est la fausse bonne idée classique. Les auteurs ou les producteurs s'imaginent que les enfants ne parviendront pas à s'intéresser à l'histoire de personnages adultes, ce qui est absolument faux. Donc un personnage plus jeune est introduit pour que le jeune spectateur puisse s'identifier. Je voudrais nuancer. Dans Batman, j'ai toujours préféré Robin à Batman. Ok, c'est en grande partie dû au fait que le rôle de soutien m'attirait plus que le rôle de personnage principal, mais c'est également dû au fait que j'appréciais de voir la fiction me dire que j'avais pas besoin d'attendre mes 40 ans pour faire des grandes choses et vivre des aventures, qu'on pouvait faire ça quand on était jeune aussi. Quoi qu'il en soit, c'est sans doute ce qui a motivé l'introduction de Clyde dans Highlander et donc de Raphaël dans Belphégor. Il n'est pas inutile dans l'intrigue et son jeune âge n'est pas inutile. Parce qu'il est jeune, il sait se servir d'internet, technologie encore nouvelle en 1998, dont la maîtrise n'est pas encore devenue essentielle et que les adultes sont trop occupés pour apprendre à utiliser. Une rançon est payée en euros à un moment donné, la série se passerait donc plutôt en 2002. Je me rappelle qu'en 2002, les gens galéraient encore avec internet. Bref, après avoir considérablement contribué aux enquêtes dans les premiers épisodes, Raphaël disparaît complètement de la série. Il était pourtant bien intégré au groupe des personnages principaux et à l'intrigue, et il avait une relation intéressante avec Jacques, donc on voit mal l'intérêt de renoncer à ce personnage si ce n'est celui de donner une apparence plus adulte à la série. Dans la même veine, les épisodes 22, 23 et 24, tardifs vu que la série s'arrête au 26, sont considérablement plus sombres que les autres. Comme s'ils avaient quand même voulu tenter d'appâter un public plus âgé pour une éventuelle saison 2. C'est peut-être aussi en vertu de cette ambition que cette série, comme Diabolique, vit au-dessus de ses moyens. Comme dans Loulou de Montmartre, la série se donne la peine de montrer des textes lisibles là où d'autres se contentent de gribouiller. Mais comme les lieux de l'action sont un peu toujours les mêmes, les animateurs ont cru qu'ils pourraient recycler certains plans sans que le spectateur remarque rien. Et quand c'est Belphégor à l'arrière de sa voiture, encore ça va. Mais quand justement il y a un texte à l'écran, ça ne marche plus. Ce texte-là a un rapport avec l'intrigue de l'épisode 8, mais n'a rien à voir avec celle de l'épisode 7 et de l'épisode 16, où ce plan de Sarah tapant sur son clavier a été recyclé. Ici, le même nom est rayé de la même liste 2 fois au cours de l'épisode. En parlant de texte, on a du mal à imaginer pourquoi un inédit de Jules Verne contiendrait des bouts du scénario de l'épisode 18 de Belphégor. On sait bien que Jules Verne était un visionnaire. Étant donné que nous sommes très fans de Code Lyoko, vous vous doutez bien que nous n'avons rien contre le recyclage d'images en tant que tel. Quand des personnages sont amenés à faire exactement la même chose dans plusieurs épisodes, ça paraît assez naturel d'utiliser les mêmes images à condition que ça n'engendre pas d'erreur de raccord. Mais dans le cas de Belphégor, où les personnages sont amenés à faire des choses similaires dans plusieurs épisodes alors que les intrigues globales, elles, sont vraiment très variables, non seulement dans leur fil directeur comme dans Code Lyoko, mais aussi dans leur structure contrairement à Code Lyoko,
ça donne parfois l'impression que le budget a plus d'impact qu'il ne devrait sur l'intrigue. Par exemple, là, le commissaire dit « Je préviens les médias ». Il appelle Sarah, et on recycle des images de Sarah se réveillant pour l'occasion. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de penser que si c'est Sarah qui est prévenue et pas Jacques, c'est parce qu'on n'a pas d'image de Jacques se réveillant à recycler pour une scène de ce genre. Au fond, ce n'est pas si gênant. Comme le disait Sophie de Croisette dans l'interview qu'elle nous a accordée en 2013, la contrainte n'est pas antinomique avec la créativité, c'est même plutôt le contraire. Et les auteurs de Belphégor ont su faire preuve de créativité. À ce sujet, cette réflexion sur le recyclage d'images en amène une autre. La série n'est pas à suivre et contrairement à beaucoup de séries non feuilletonnantes, on a l'impression que chaque épisode de Belphégor est conçu comme s'il était le seul existant, ou du moins comme si le spectateur n'allait voir que celui-là. Le dernier épisode joue quand même du fait d'être le dernier épisode, en nous laissant croire que Paris va réellement être détruite. Le fait que ce soit le dernier épisode permet seulement que le spectateur croit davantage que la fin pourrait être triste, mais au-delà de ça, cet épisode n'est pas si différent des autres. Il est conçu pour pouvoir être le seul et unique que le spectateur verra. Une conséquence positive est que chaque épisode a l'ambition de se suffire à lui-même, ce qui est très loin d'être le cas des épisodes de feuilleton. De ce fait, la série ne s'interdit pas de changer de genre d'un épisode sur l'autre, ce qui explique qu'on puisse avoir des épisodes avec magie et des épisodes sans magie. Comme la série change de genre à tous les épisodes, chaque spectateur peut y trouver son compte. Tout le monde aura un type d'épisode qui lui parle le plus. En ce qui me concerne, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est ceux où Belphégor se contente de foutre un bordel monstre en décorant la statue de Napoléon avec les bijoux du sacre, ou de voler la tour Eiffel grâce à une armée de pigeons pour montrer qu'il fait ce qu'il veut et qu'il faut composer avec lui. Oui, Ladybug, c'est comme ça qu'on fait une histoire de super vilain qui hypnotise des pigeons pour menacer Paris. Comme ça! Voyez mes innombrables soldats, ils sont au moins aussi disciplinés que les vôtres. Vous n'auriez pas dû troubler ma promenade nocturne la nuit dernière. C'en est fini. Désormais, la tour Eiffel est mienne. Pas comme ça! Là là là, je vais compter jusqu'à 3. Et là, mes redoutables pigeons vous arroseront. Et ça, vous voyez, c'est Belphégor, le seul, le bon, le vrai. Le gars arrive à voler une super intelligence artificielle militaire, mais c'est pas pour conquérir le monde, c'est parce qu'il voulait un partenaire aux échecs. Mon moment préféré, c'est quand il vole un métro vide, juste pour se venger du fait qu'on les soupçonnait d'avoir volé un métro pendant l'épisode, alors que pour une fois, il n'y était pour rien. Mais le choix de faire des épisodes totalement dissociables les uns des autres a deux conséquences négatives. La première, c'est que la série s'autorise des incohérences que Code Lyoko, pour n'en citer qu'une, essaye d'éviter autant que possible. Par exemple, ce personnage récurrent qui s'appelle Gérard Magix dans l'épisode 8, référence assez cocasse dans une série qui contient de la vraie magie, s'appelle Bernard Magix dans l'épisode 11. La deuxième conséquence négative de la conception strictement non feuilletonnante de la série découle du fait qu'elle a malgré tout la même ambition que la plupart des séries semi à suivre, celle d'enrichir un peu l'univers à chaque épisode. Dans Belphégor, enrichir l'univers de la série consiste essentiellement à développer le personnage de Belphégor. Chaque épisode est l'occasion d'explorer un élément de sa personnalité ou de son origin story. Mais comme chaque épisode se suffit à lui-même, la série pêche par excès. Beaucoup d'épisodes donnent une origin story complète à Belphégor, comme pour Mr. Mask avec ses 2 origin stories. Aucune origin story ou aventure de Belphégor n'est contradictoire avec les autres. Et au bout d'un moment, on se dit qu'être à la fois un super vilain inspiré par un scénario de film et une âme torturée par la perte d'un être cher dans le crash d'un avion et le dépositaire d'une arme extraterrestre et un dangereux fétichiste qui enlève des journalistes dans l'espoir de les rendre aussi folles que lui, c'est un peu beaucoup pour un seul homme, fût-ce le grand Belphégor. Peut-être qu'ils sont plusieurs. Si vous voulez mon avis, Gordon a tout un tas de doubles planqués dans un coin prêts à intervenir. Plusieurs à se partager le même repère et la même bague qui rend fou mais ne les rend pas fous eux, j'y crois moyennement. En tout cas, tu as raison. En l'absence d'éléments indiquant qu'ils sont plusieurs, cet excès d'origin stories génère un sentiment de trop-plein quand on arrive à la fin de la série. C'est bien d'avoir un personnage titre complexe et multifacette, mais pas au point que ces multiples facettes entrent en conflit les unes avec les autres comme ça finit par devenir le cas avec Belphégor. Dans les commentaires du 7ème top 10 sur les types de méchants, quelqu'un nous avait demandé où nous classerions Belphégor. C'est assez difficile. Comme Franquin avec le Marsupilami, les auteurs ont pris chaque épisode comme une occasion de donner de nouvelles caractéristiques à Belphégor, donc il pourra tout aussi bien être un farceur hardcore qu'un méchant très méchant ou un déchu, selon ce qui convient le mieux à l'anecdote de l'épisode. On pourrait dire que c'est comme pour le changement de genre à tous les épisodes, ça fait que chaque spectateur peut y trouver son compte. Pour ma part, je trouve que Belphégor marche mieux en farceur hardcore parce que c'est cohérent à la fois avec l'exigence de la production comme quoi il ne tue pas et avec le fait qu'il ne permet pas à d'autres super vilains d'embêter ses némésis parce que c'est ses ennemis à lui d'abord et qui ne veut pas être trompé avec un autre super vilain. Mais contrairement au changement de genre à tous les épisodes, les ajouts faits au personnage de Belphégor à chaque épisode ont le défaut de parfois mal s'accorder entre eux.
Le fait qu'il soit un méga farceur qui fait tout ça parce qu'il s'ennuie est cohérent avec l'idée qu'il soit en fait un dépressif traumatisé par la mort d'un proche dans un avion, ou avec le fait qu'il décide d'aider un militant antimilitariste à obtenir le désarmement et de lui laisser croire sur son lit de mort qu'il a réussi pour qu'il parte en paix. Par contre, l'histoire du pacte avec les extraterrestres est complètement dans un autre registre. Pour moi, c'était l'information de trop. Ceci dit, encore une fois, ce sentiment de trop-plein, on l'a surtout dans les épisodes tardifs. Car les épisodes qui détaillent le plus l'origine et la psychologie de Belphégor sont pour la plupart regroupés vers la fin de la série. En ne regardant que les 20 premiers épisodes, on n'a pas ce sentiment. Il y a malgré tout pas mal de choses qui restent constantes tout au long des 26 épisodes. Sa relation avec les héros reste la même tout du long. Il est amoureux de Sarah, c'est sous-entendu dans plusieurs épisodes et clairement dit dans d'autres. Et il a également beaucoup d'affection pour Jacques, qu'il ne laisse jamais risquer sa vie sans venir l'aider. C'est assez triste d'ailleurs, mais son attachement pour les héros n'est pas du tout réciproque. Eux, ça ne les dérangerait absolument pas de le tuer lui. Son attachement pour les héros ne se démange jamais, mais la manière dont son amour pour Sarah se manifeste est inconstante. Tantôt il cherche à l'hypnotiser, tantôt il tient à la rendre aussi maboule que lui pour s'en faire une sidekick façon Harley Quinn. Non, cet aspect du personnage est touché par le trop-plein de facettes, comme tout le reste. En ce sens, on se dit que ce n'est pas une mauvaise chose que la série se soit arrêtée. Si elle s'était davantage prolongée, elle aurait risqué de partir encore plus dans tous les sens, et aurait encore augmenté le décalage qu'il y a entre les différents Belphégor des différents épisodes. Le regret qu'on peut avoir, c'est que, même si on en sait finalement beaucoup sur Belphégor, on ne connaît toujours pas son identité à la fin de la série. Mais si, c'est lui là! T'es sûr? Bon, plus exactement, on sait que Belphégor était incognito dans l'assistance dans cette scène, et qu'il portait une veste bleue avec une chemise rouge. Ils étaient sûrement plusieurs dans ce cas. Ce pourrait être n'importe lequel d'entre eux, ou aucun. C'est un choix de couleur étrange. Les animateurs l'ont sûrement mis pour qu'on cherche le personnage qui a des vêtements comme ça. Et le personnage, c'est lui. Ou alors les auteurs nous trollent. Ce ne serait pas la seule fois qu'ils nous donnent l'impression que nous avons assez d'éléments en main pour déterminer qui est Belphégor, alors qu'en fait pas du tout. On apprend dans l'un des premiers épisodes que dans son enfance, Belphégor a été scénariste et acteur pour un film totalement tombé dans l'oubli, Le Signe de Tanit, qui lui a servi de source d'inspiration pour son personnage de Belphégor une fois devenu adulte. En plus donc d'apparaître dans le film à visage découvert, Belphégor est crédité au générique. On voit le générique. Jacques n'y est pas attentif parce qu'il ignore encore que le nom de Belphégor y figure, mais le spectateur a tout le loisir de regarder les noms qui défilent à l'écran. Malheureusement, dans le texte qui défile en boucle, personne n'est explicitement crédité pour le scénario. Vu que c'était un gamin, on peut penser que la personne qui n'est citée que par son prénom, Alexis, c'est lui, mais c'est tout. En outre, dans une scène d'un autre épisode, quelqu'un téléphone à Sarah. Allô? Si vous voulez un scoop, allez sur le chantier de la rue du Chêne. Mais qui êtes-vous? J'ai déjà prévenu votre ami Jacques, il s'y trouve déjà. On ne saura jamais qui c'était, donc c'était probablement Belphégor. C'est plausible. Il semblerait que son masque déforme sa voix le reste du temps, donc comme le fantôme masqué dans Batman, et contrairement à Thanos dans l'Enfest Quest, sa voix habituelle n'est peut-être pas très indicative de sa vraie voix. En outre, même s'il lui arrive d'avoir des hommes de main qui font le boulot à sa place, la série précise toujours ce qui est fait par Belphégor en personne et ce qui est fait par des hommes de main ou des associés. À cette seule exception près, il nous semble. Donc cette voix, c'était probablement celle de Belphégor. Au total, on sait que Belphégor a environ 40-45 ans à cause du film, a peut-être cette apparence-là, s'appelle peut-être Alexis, et a probablement cette voix-là. Il s'y passe des choses anormales. Vous devriez vérifier par vous-même. C'est tout. Et au fond, c'est déjà bien. C'est certes très frustrant de passer si souvent à deux doigts de rencontrer l'homme sous le masque de Belphégor, mais cette frustration contribue au plaisir de visionnage car elle est complètement raccord avec l'ambiance glauque mystérieuse de la série. Bien que Gérald Duperrault regrette de ne pas avoir pu aller suffisamment loin dans son délire, c'était plutôt original de faire une série sérieuse centrée sur un méchant, qui plus est un méchant pas si méchant mais méchant quand même. Et pour mettre en scène cette idée, le style BD franco-belge était clairement le bon choix. De la même manière qu'on aime voir Zorglub utiliser ses ressources formidables et son génie terrifiant pour écrire Coca-Cola sur la lune, on aime voir Belphégor voler les bijoux du sacre de Napoléon pour les mettre sur la statue de Napoléon, ou voler une intelligence artificielle ultra performante pour avoir un adversaire aux échecs. Ce savant mélange d'éléments empruntés par-ci par-là à différents genres et à différents univers fait qu'à partir d'un format ultra classique pour l'époque, on se retrouve avec une série comme aucune autre qui mérite qu'on s'en souvienne. Écoute, je suis sur une piste, je te rappelle de chez Raphaël. Vous verrez, vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte de notre absence. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'ennui? Peut-être voulait-il simplement signer cet exploit incroyable. J'ai une autre idée! J'ai une autre idée! Pour ne pas affoler le public, cette information restera confidentielle. Oh, c'est pour ça, noble cœur, que nous ferons tout pour que ce soit la plus belle fête que Paradours ait connue. J'ai changé d'avis. Pour 10 millions d'euros, je vous offre ceci. Nous nous sommes déjà rencontrés. Comment connaît-il mon nom?